Bonjour à toutes et à tous. On est parti pour une petite demi-heure pour faire le point sur la collapsologie à l'heure où, je sais pas, vous avez vu ce matin peut-être dans les journaux, il y a une nouvelle vague de chaleur qui arrive en France, là, dans le sud-ouest. On va dépasser les 30 degrés. Et puis en même temps, il y a cette fuite incroyable du gazoduc, là, Gulf Stream, qui est pour moi représentatif de notre époque. On a vraiment... J'ai dit quoi? Merci Nord Stream. C'est confus, ouais, c'est confus. Une époque très confuse. Non, c'est représentatif justement de la géopolitique qui vient s'immiscer, la guerre, qui vient freiner en fait et accélérer les catastrophes dans des boucles de rétroaction où là on a vraiment une fuite, enfin voilà, une fuite d'énergie fossile qui empire la question climatique et qui nous empêche, disons, d'avancer dans le bon sens. Bref, je voulais d'abord remercier les organisateurs. Merci l'Institut Momentum, merci Agnès. C'est vraiment super d'être là. Je ressens un mélange de joie et de tristesse. C'est bizarre parce que pour moi, l'Institut Momentum, c'est une pépinière enfin, voilà, de nouvelles idées, de- euh, qui ont marqué en fait notre époque. C'est une joie de venir ici, de célébrer l'anniversaire, les 10 ans, en fait, les 11 ans. Et en même temps, c'est une tristesse parce que si on est là, c'est qu'il y a besoin de nous, ça veut dire qu'il y a des catastrophes. S'il n'y avait pas de catastrophe, on n'aurait pas besoin de l'Institut Momentum. Et donc, chaque année qui passe, c'est comme une sorte de nostalgie tournée vers le futur. C'est un truc très bizarre, une émotion de joie, tristesse d'être ensemble. Euh, euh, Moi, je voulais commencer par me poser sur la filiation en fait. La collapsologie est arrivée en 2015 et il y a eu une sorte de buzz médiatique. C'est devenu une sorte de monstre médiatique. Mais avant, il y a une vraie filiation. Donc si je suis arrivé là, c'est surtout grâce à vous. Enfin, je vois Agnès, Yves, l'Institut Momentum. Euh, Moi, j'ai commencé à me politiser. C'était pendant mes études. Il y avait 98, l'éditorial dans le monde diplomatique d'Ignacio Ramonet qui a fondé ATTAC. Il y avait la Confédération paysanne, moi je faisais mes études d'agronomie. Il y avait José Bové, il y avait l'anti-mondialisation qui est devenue alter-mondialisation après. Les forums sociaux, c'était tout ça, c'était tout ce foisonnement. La décroissance dès le début, moi, j'étais vraiment influencé par les casseurs de pub, et au début, le journal La Décroissance, même si après j'ai vite arrêté de le lire. Et puis, alors comme tournant marquant, il y a eu 2006, la question, le prix Nobel là, sur le climat, Al Gore, etc., avec le film Une vérité qui dérange. Il y a eu, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était 2008, Rob Hopkins, avec son livre Le Manuel de transition, qui pour la première fois rassemblait la question climatique et le pic pétrolier, et ensemble, si on les prend ensemble, ça change totalement notre rapport au monde et à la société. Moi, c'était le grand déclic, et il avait ce truc génial, Rob Hopkins, d'amener un catastrophisme euh, qui donne envie d'aller de l'avant. C'est ok, c'est la merde, mais vraiment, radicalement. Pour moi, c'était le plus radical de tous, et on se retrousse les manches, c'est très anglo-saxon, et on y va, on plante, on débétonne des parkings, on plante des vergers, etc. Ça m'a fait du bien. Et puis il y a eu 2011, comme tu disais Agnès, avec Fukushima. 2011, c'était aussi pour moi j'ai passé une journée avec Denis Meadows. Il est venu à Bruxelles et j'ai eu la chance de l'interviewer. J'étais pigiste, journaliste pour Imagine demain le monde, un super magazine bimestriel belge d'écologie. Et, euh, et en fait, c'était le jour où le roi appelait tout le monde pour former un nouveau gouvernement, parce qu'il n'y en avait pas eu pendant 2 ans. C'est ce pays génial, la Belgique, où la bière est pas chère et où on peut vivre sans gouvernement pendant 2 ans. Et en fait, il n'y avait pas de journaliste pour Denis Meadows. Et moi, j'étais le seul qui était intéressé par Denis. Voilà. Et donc, j'étais tout seul pendant 3 heures avec lui. Et puis, on a passé la journée ensemble. Ça m'a complètement scié, coupé les jambes. Et, on avait ouais, ma compagne était enceinte. Et moi, j'avais l'avenir devant moi comme ça. Et je me prenais
Le Denis qui à l'époque disait, bon voilà, il y a développement durable, c'est foutu, c'est trop tard, il faut créer des petits systèmes résilients pour se préparer au choc. Ok. Et voilà, c'était pour moi un oh my god point, comme on dit, très puissant. 2011, c'était, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Ah bah ouais, j'ai passé mon certificat de permaculture, c'était un grand moment aussi de, euh, de shift, enfin de changement dans ma tête, de conception systémique des choses, et puis arrivé à la rencontre avec l'inénarrable Raphaël Stevens à Bruxelles, 2012, hein, je crois. On s'est pris un resto, on s'est dit, ouais, dernière frite avant la fin du monde, une petite bière, et puis et on est parti dans cette exploration, grâce à Yves Cochet aussi, le rapport Nourrir l'Europe en temps de crise. Donc ouais, il y a toute une filiation. Évidemment, la décroissance a été fondamentale dans mon parcours d'écologie politique. Je dis ça par rapport à la journée d'hier, et les 20 ans, on fêtait les 20 ans de la décroissance. La transition, Meadows et l'Anthropocène avec l'Institut Momentum. Donc c'est pas venu de rien. Il y a eu ce rapport Nourrir l'Europe en temps de crise pour le Parlement, c'était la découverte pour moi de la fragilité, à la fois de la toxicité et de la fragilité de notre système alimentaire, donc de notre système, de notre société en fait. Et ce paradoxe de plus on est puissant, plus on est fragile m'a bouleversé. Et en fait, dans les publics, parce que j'ai fait de l'éducation populaire à partir de 2010, quand je suis sorti du milieu académique, au contact des publics, je voyais que ça touchait. On peut dire à des gens, ouais, le système est toxique, ouais, ça touche les militants. Mais des fois, il y avait des agriculteurs qui venaient me voir et eux, tu peux pas leur dire, voilà, votre système est toxique. Ils vivent de ça, voilà, c'est leur vie et ça les touche profondément. Par contre, quand on disait c'est vulnérable, ça risque de s'effondrer, oh, et là j'ai vu des agriculteurs pleurer et dire aidez-moi à sortir de pétrole, de l'endettement des banques, etc., et des tracteurs. Donc c'est un double message qui était fondateur de notre posture avec Raphaël Stevens. Alors la collapsologie, c'était le bouquin, donc 2015, qu'on aurait voulu écrire, qu'on aurait voulu lire et qu'on a dû écrire parce qu'on ne l'a pas trouvé. C'est une sorte d'analyse systémique euh, qui parlait de notre présent, parce que les archéologues disent oui, ils traitaient d'effondrement. Diamond a été en 2005 et pas allé assez loin selon nous pour analyser notre situation. Donc on voulait à la fois quelque chose de transdisciplinaire, parler de la finance, parler du nucléaire, parler de l'archéologie, parler de tout ça, de tout mélanger de manière systémique, et puis apporter la question des tipping points. Donc il y a une science en 2002 ou 2004, je ne sais plus, qui naissait, c'est la science des catastrophic shifts, des basculements. C'est un article dans Nature, je crois. Et donc, les scientifiques parlent des tipping points, des moments, des seuils de bascule à partir duquel un système complexe prend une direction totalement imprévisible, brutale, non linéaire et d'effondrement. Et donc, il y a toute cette science des early warning signals, c'est-à-dire des signaux avant-coureurs, des petits bruits de fond que produit un système juste avant de s'effondrer. Ça nous semblait essentiel. Donc on a amené une sorte de pensée de la complexité en synthétisant ça pour le grand public. Ça, c'était plutôt la nouveauté, ce qu'on a voulu apporter, une sorte de traduction à la fois de tout ce que les scientifiques étaient en train d'écrire pour le grand public, avec une pensée aussi de la blogosphère anglophone, John Michael Greer, qui nous a beaucoup touché, Orloff, etc. Il y a plein de penseurs assez libres, non académiques, qui produisaient des pensées incroyables. Et pour nous, on sentait qu'au milieu francophone, on avait 10 ans de retard, 15 ans de retard là-dessus. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, cet été, peut-être t'en parleras, Raphaël, on a été dans une réunion internationale de catastrophistes collapso, mais même nous, on était gentils à côté. Et c'était incroyable parce que la moitié venait nous voir, oh, votre bouquin est incroyable, mais de partout dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé en France? Nous, on a 10 ans de retard sur vous. Donc en gros, on estime que le job a été fait. C'est-à-dire notre intention de base, c'était prévenir le grand public au maximum pour qu'on se prépare, en fait, avec cette hypothèse que plus on est au courant, euh,
de l'incendie, si on prend la métaphore de l'incendie, plus on aura des chances de s'en sortir, s'organiser, s'entraider, trouver des sorties de secours, etc. D'ailleurs, j'ai plein de métaphores là-dessus. La première métaphore de l'incendie, elle est intéressante, hein. On est dans un immeuble, il y a un incendie, hein, vous savez, la maison est en feu, comme dirait notre ancien président. C'était quoi? C'était 2002, hein, ça. Chirac, hein, à Johannesburg. L'immeuble est en feu. Bon, le problème de la... On peut pousser un peu cette métaphore, elle est intéressante, hein. C'est que il y a des pompiers qui arrivent et qui nous disent au feu. Et en fait, il y a des gens aujourd'hui qui disent non, mais il nous faut des discours positifs. Donc, ils sont en train de dire aux pompiers écoutez, monsieur, ne criez pas trop fort, vous me faites peur, j'ai besoin de positif pour avancer. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire aux pompiers actuellement. Alors, c'était pas du tout notre idée. Notre idée, c'était de clarifier, ça veut dire quoi au feu, et au feu, prenons-le au sérieux, quoi. Et si on continue la métaphore, en fait, il n'y a pas de sortie. On est dans un immeuble en feu, tout le siècle, l'incendie va durer tout le siècle, et on ne peut pas sortir de l'immeuble. Et là, il y a des catastrophistes, collapsologues, qui disent attention, ou des pompiers, hein, on va dire, un pompier en chef, qui dit attention, il y a la charpente qui commence à craquer. C'est ça la collapsologie. C'est commencer à entendre les craquements de la charpente. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'effondrer, mais quand même, il y a des grosses chances, quoi. Et en tout cas, prenons ça au sérieux, parce qu'on est dessous et on ne peut pas sortir. Voilà la posture de base. La proposition au début, c'était, comme on a écrit un bouquin grand public, pourquoi on a écrit un bouquin grand public d'ailleurs? Parce que moi j'étais dans le milieu académique, mais moi je me sentais pas, libre, et surtout on voulait toucher un maximum de gens en peu de temps. Et le milieu académique ne permet pas ça. Donc on a fait un bouquin grand public, mais c'était conscient, pour aller plus vite. Et on a jeté ça en inventant un mot, collapsologie, fondons une science des effondrements pour comprendre, ça veut dire quoi au feu, ça veut dire quoi la charpente qui craque. C'est pas comme ça qu'on fonde une science, parce qu'il faut, c'est ce qu'on a appris par la suite, c'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas, ils commencent, hein, à prendre ça. Pour eux, c'est un mot qui est venu, qui n'est pas venu du milieu scientifique. On n'a pas publié dans une revue à comité de lecture. Et effectivement, le temps de la science étant beaucoup plus long que le temps de la société, c'est devenu avant une discipline scientifique, c'est devenu un mouvement populaire qui s'est diversifié avec tout ce qu'on sait. On en parlera dans les tables rondes ici juste après. Mais ça reste une proposition d'études et de discipline scientifique. Et c'est comme la climatologie au début. La climatologie au début, c'était pas une science. C'était un rassemblement de disciplines, l'océanographie, la physique des fluides, etc., etc. Et ça s'est constitué avec des instituts de recherche, avec des doctorants, avec des fonds, etc. Mais ça a pris des décennies, ça a pris longtemps. Est-ce qu'on a le temps? Moi, je pense pas. C'est pour ça qu'on a préféré alerter tout le monde en mode, oui, il y a 50 ans, on aurait pu fonder la collapsologie après le rapport Meadows, on aurait eu des instituts, des universités de collapsologie, et on aurait pu éviter, comme dit Jean-Pierre Dupuis, parce qu'on l'aurait regardé droit dans les yeux, la catastrophe, on aurait pu... Mais là, 50 ans après, quelle autre solution que dire au grand public rapidement, un peu dans une sorte de sauve qui peut, mais le plus rationnel, le plus construit possible, que l'incendie était là et surtout que la charpente craquait. Nous, on avait utilisé la métaphore de la voiture, je n'ai pas le temps de développer, si vous avez lu le livre, voilà, il n'y a pas de mur en fait, on ne va pas vers un mur, c'est la métaphore la plus populaire, mais voyez, il y a une sortie de route, le volant est bloqué, le réservoir est vide, et puis on dévale la pente avec un habitacle de plus en plus fragile et le pied coincé sur l'accélérateur. En gros, c'est ça, et le conducteur qui fait « il faut accélérer, croissance », voilà, c'est ça la métaphore de la voiture. Il n'y a pas vraiment de mur encore, en tout cas. Je continue sur la posture, c'est intéressant parce que comme il y a plein de malentendus qui ont émergé, ça permet de poser les contours un peu et de réfléchir. Maintenant, il y a un grand chantier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque le boulot est fait, le lanceur d'alerte, ok, beaucoup de gens sont au courant. Certes, il y a encore un boulot de mise à jour de lanceur d'alerte, mais maintenant la grande question après le Covid,
les gens ont su ce que c'était une pandémie. Avant, c'était théorique. Les amis, il y aura une pandémie. Voilà, maintenant on sait. Il y aura peut-être des guerres. Maintenant on sait. Il y aura des ruptures d'approvisionnement. Voilà, maintenant on sait. On commence à sentir. Voilà, le temps des lanceurs d'alerte est en train de passer. Qu'est-ce qu'on fait? Comment... C'est même pas que qu'est-ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comment on arrive à y croire. C'est la question de Jean-Pierre Dupuis. Notre problème, c'est qu'on ne croit pas ce que l'on sait. Et nous avons travaillé parce qu'on pensait que c'était plus urgent. C'est qu'est-ce que l'on sent et comment ça change notre rapport au monde et comment on peut arriver à ne pas s'effondrer avant l'effondrement, psychologiquement entendre. Ne pas s'effondrer psychologiquement. Donc on a travaillé sur un autre bouquin, Une autre fin du monde est possible, qui a été, enfin voilà, je ne vais pas en parler, mais qui est, enfin si je pourrais en parler, qui est paru en 2018, et c'est marrant parce qu'il marque une bascule. Vous vous souvenez de 2018, pendant nous, 2015-2018, pendant 3 ans, notre livre a été très bien accueilli, mais vraiment dès le début par les journalistes. Vous savez que le premier article de journaliste, c'était Les Échos et l'Écho, en France et en Belgique. Les économistes, c'est Chomsky disait, si vous voulez vraiment avoir des nouvelles objectives du monde, vous lisez le Wall Street Journal. Parce que quand vous avez plein de thunes, vous voulez vraiment savoir exactement comment va le monde pour savoir où investir. Et donc, les économistes, ils étaient déjà au courant et très intéressés par ces questions de rupture. Bref, l'accueil était dans le grand public et chez les scientifiques et les journalistes très sympathique, mesuré, voilà, on va dire poli et intéressé. Jusqu'en 2018, et là il y a eu un... Donc c'est devenu une sorte de best-seller, mais dans les milieux écolos informés, dans les milieux autorisés comme dit Coluche. Et après, 2018, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, le super ministre avec le super ministère, qui en fait, il peut rien faire. Donc c'est genre, merde, même l'État fera rien. Oh. Et puis, il y a eu une grande canicule, enfin une sécheresse à l'époque, une publication de PNAS, dont Yves, tu as parlé, je crois, de Hot House Earth, ce qui disait que si on réveille les grands tigres qui sont en train endormis là, et nous on est avec des casseroles à côté de grands tigres endormis, mais il parlait de ces tigres qui sont les tipping elements, c'est des énormes boucles de rétroaction climatique, il y en a une quinzaine. Si on en réveille un, ça réveille les autres. Si on réveille les 15, on va vers plus 7 ou plus 9 degrés, et c'est mort. L'extinction de l'espèce humaine, très probablement. Donc c'est des risques existentiels majeurs. Qui disaient il faut arrêter de taper sur les casseroles à côté des tigres. Ça c'était au moment où Nicolas Hulot démissionnait, et un mois après, rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré, 1,5 degré, et puis un mois après, Extinction Rébellion, grand mouvement international, Greta Thunberg et les marques climat, mouvement international, les gilets jaunes en France, c'était l'automne incroyable, et nous on arrivait, mais c'était un hasard, une autre fin du monde est possible, les amis, et on a eu un article dans Le Monde, et vous savez comment ça marche en France quand vous avez un article dans Le Monde, tout le monde se sent obligé d'en parler après. Ça fait des boucles de rétroaction positive médiatique et qui fait qu'on est devenu une sorte d'icône à partir de 2018 où c'est devenu un best-seller populaire en fait. Et c'est là que les attaques académiques ont commencé. Mais ça c'est une autre histoire en disant, enfin voilà, c'est une interprétation. La collapsologie est devenue très populaire, trop populaire pour les milieux académiques qui ne s'en étaient pas emparés, pas assez vite. Alors, ça commence, hein, donc voilà, il y a eu plein de malentendus, tout le monde s'est senti obligé de faire un édito sur la fin du monde sans avoir lu aucun bouquin, sans connaître l'Institut Momentum, et en disant n'importe quoi. Et on en est là, avec ce monstre, ce blob, ce monstre de Frankenstein, finalement, qui nous a complètement échappé. Et voilà, c'est ok, hein, c'est comme ça, c'est un blob qui se nourrit des éloges et des critiques et qui grandit. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est une vraie puissance, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait de cette puissance médiatique qui a été générée en tant qu'Institut Momentum, en tant que catastrophiste, en tant que penseur de l'Anthropocène ou de la décroissance? Alors, sur la décroissance, un petit mot, parce que hier, il y a eu une super journée qui a retracé l'historique. Il faut préciser que dans cette posture qu'on avait en 2015 avec Raphaël Stevens, on a voulu, c'était conscient, que ça soit dépolitisé. C'était voulu, c'était stratégique. C'était neutre, c'était le plus scientifique possible, avec le moins d'aspérité politique et on va dire morale sur le que faire, sur comment on s'organise. C'est le constat.
Moi, j'ai passé 10-15 ans dans les milieux anarchistes, voilà, altermondialistes, etc. Et toujours, on se retrouvait en petit cercle de 20, de 5, de 30, de 15, à se dire putain, mais comment on sort des milieux convaincus? Comment on parle aux non convaincus? Toujours, c'est la rengaine, quoi. Je dis, bah, nous, on va essayer. On va parler aux non convaincus. Mais pour ça, il faut avancer, un peu comme Brassens, hein, qui était anarchiste. Il écrivait au journal de la Fédération anarchiste, mais il ne le disait pas trop. Et, euh, et donc, l'idée, c'était que si... on l'a pris de Rob Hopkins aussi, cette idée. Rob Hopkins, il a inventé le concept de transition euh, hyper inclusif. C'est tout le monde est bienvenu, mais tout le monde, nucléaire, anti-nucléaire, on s'en fout, tout le monde doit faire cette transition. C'était bizarre pour une culture francophone clivante. On est vraiment dans un milieu de clivage en France. Et pour les anglophones qui s'en foutent un peu des débats théoriques, qui se retroussent les manches, qui passent à l'action, c'était normal. Mais c'est assez mal passé le concept de transition en France. Et nous, on s'est dit, si l'effondrement est juste associé à un petit cercle anarchiste, ça ne va pas marcher. Tout le monde ne sera pas au courant, parce que si vous avez un livre dans une librairie qui dit voilà, l'effondrement c'est de gauche, la moitié des gens qui vont passer en librairie ils font c'est de gauche, ah mais ça m'intéresse pas, moi je suis de droite. Donc ils vont pas lire. Donc notre truc c'était tout le monde doit être au courant, et après on réfléchit. Voilà. Et donc on avait une idée de trilogie où le deuxième tome c'est qu'est-ce que ça change à l'intérieur de nous, dans les récits, l'imaginaire, etc. C'était le 2018, une autre fondement du possible. Et qu'est-ce que ça change dans la politique, l'organisation, dans les corps, comment les corps vivent des effondrements, etc. C'est la voie extérieure qui est encore en chantier et qui est compliquée, parce qu'on a été épuisé, mais parce que c'est plus compliqué que prévu, et parce que l'actualité nous a rattrapés. Ouais, d'où les malentendus, ouais, la collapso, il y a un virage spiritualiste, ça n'a pas dû, il n'y a pas de virage, c'était là dès le début, c'est juste une temporalité éditoriale. Notre fond aussi, comment dire, la posture de base, c'était évidemment le catastrophisme de Jean-Pierre Dupuis, catastrophisme éclairé, et le catastrophisme sombre de Yves Cochet, qui était une sorte de synthèse, où Jean-Pierre Dupuis dit il faut garder les yeux ouverts, droit dans les yeux, enfin regarder la catastrophe droit dans les yeux pour pouvoir l'éviter. Ok. Et Yves Cochet dit on ne peut pas l'éviter, en gros. Et nous c'était ok, on la regarde dans les yeux, on l'étudie pour pouvoir atténuer les conséquences. Ça va être chaud de l'éviter, mais on peut faire quelque chose encore. C'est-à-dire on doit trouver ce juste chemin entre le tout ira bien, qui est insupportable au niveau éthique, et le tout est foutu, pour nous est insupportable au niveau éthique. On peut pas, enfin nous on avait des bébés, des jeunes, enfin on a toujours la vie devant nous, mais on a envie de faire quelque chose et de changer le monde, quoi. Donc ça a été, c'est pas possible de dire tout est foutu aux gens. Donc c'était trouver ce juste milieu. Et puis il y avait aussi l'idée, ça c'est plus nouveau, on en parlait ce matin avec Daniel, un ami dans le métro, ce côté éviter le paternalisme qu'on retrouve chez les grands climatologues, enfin chez certains grands climatologues qui ne veulent pas faire peur, qui disent non mais parle de 2 plus 1 degré et demi, plus 2 degrés, mais parle pas de plus 3, plus 7 degrés, c'est pas possible. Vous savez, hein, au-dessus de plus 3 degrés, ça va être très très compliqué. Il y a des risques d'effondrement des États, des frontières. Et plus 7 degrés, voilà, il y a vraiment des risques existentiels d'extinction de l'espèce humaine. Et actuellement, si on fait rien, on va facilement vers du plus 3,2. Et si on se coordonne tous les États et qu'on fait ce qu'on a dit à la COP 21 à Paris, si tous les États, les 179 États, je ne sais plus combien, combien ? Merci. Si les 195 font ce qu'ils ont promis à la COP 21, on va à plus 2,7 degrés. Alors on gagne un petit peu, mais c'est largement insuffisant qu'on en est là. Hein. Et en fait,
Luc Kemp, dont tu parlais dans PNAS, qui vient de publier en 2022 un article, enfin avec les co-auteurs, en disant le GIEC a toujours biaisé vers les scénarios positifs et a beaucoup trop étudié le plus de degrés. Alors il faudrait, la proposition, dit Kemp, il faut étudier le plus 5, plus 7, les scénarios catastrophes et apocalyptiques, de collapse sociétal, de collapse de la biosphère, d'extinction de l'espèce humaine, parce que c'est ceux-là qui sont les plus risqués, qui ont les plus graves conséquences. Si on les étudie pas, ben on s'aveugle, quoi. Et il y a quelque chose de paternaliste à dire, à ne pas faire confiance à la population et à dire non mais tout ira bien les amis, on peut encore y arriver, plus de degrés c'est l'objectif. Ouais d'accord, mais pourquoi se priver aussi d'étudier les pires catastrophes en pensant, ces gens-là pensent que les gens vont pas se mettre en mouvement parce qu'on dit au feu, parce qu'on travaille sur les scénarios catastrophes, comme si ce défaitisme, comme si c'était un défaitisme, alors que pas du tout. La collapsologie n'est pas un défaitisme. C'est une proposition d'aller de l'avant et de mise en action. Et ça a de fait mis en action beaucoup de gens. Moi, je ne trouve pas que alerter sur les catastrophes provoque un défaitisme et je n'ai pas peur non plus, nous n'avons pas peur de la panique. C'est-à-dire qu'il y a une confiance dans les gens. Au début, il peut peut-être y avoir des mouvements chaotiques parce qu'on n'a pas eu l'habitude, on n'a pas appris à l'école à gérer ça, on ne nous a pas appris politiquement à nous organiser, à nous auto-organiser, on n'a pas été politisé dès l'école, on a été dépolitisé. Et donc, notre posture, c'est de faire confiance à la population, de ne pas les infantiliser. Et s'il y a quelques mois de chaos social, on sait moi je suis persuadé qu'il y a de l'auto-organisation, de l'entraide, et qu'au bout de quelques mois, l'intelligence collective produit quelque chose, peut produire quelque chose, peu ou pas. Et c'est là que c'est intéressant de voir quels sont les mécanismes ou les paramètres qui font que ça peut bien tourner ou pas. Mais en tout cas, faisons confiance et arrêtons de dire qu'il ne faut pas de panique, qu'il ne faut pas dire de mauvaises nouvelles parce que ça ne fait pas passer à l'action. C'est une vision beaucoup plus horizontale, auto-organisatrice de la politique. Voilà pour les postures. Alors il y avait quoi? Ouais, c'était la peur. Vous savez la métaphore de la grenouille quand elle est dans le bain. Voilà, la collapsologie, c'est ce côté. On fait une grande peur qui met en mouvement. La peur, en fait, c'est une énergie de vie. C'est une énergie qui nous maintient en vie. On a besoin de la peur pour se construire quand on est enfant. C'est ça qui nous donne les limites. C'est ça qui fait qu'on ne meurt pas, en fait. C'est faire de la peur un allié. Et essayer de retrouver une énergie vitale dans la peur. Quand il y a un tigre qui arrive devant vous, ou une araignée mortelle, ou un incendie, si vous n'avez pas peur, vous risquez de mourir. Donc la peur, c'est adrénaline, ça vous fait bouger. Et donc la clé pour moi, c'est d'accepter la peur et d'en faire une énergie et d'essayer qu'elle ne stagne pas. Pourquoi ça nous fait stagner la peur? Parce qu'il y a plein de raisons, parce que trauma, beaucoup d'entre nous ont eu des traumas. Et quand on a un trauma, on a besoin des autres, on a besoin des ressources, du lien et d'amour et tout pour nous sortir de cette situation de sidération. Mais aussi, on l'a un peu évoqué là, tout à l'heure avec la peur de la mort, notre société est fondée sur la peur, et sur la peur de la peur. Et ça c'est fondamental. Et la peur de la peur, ça donne quoi? Ça donne le contrôle. Une société de contrôle. On veut tout contrôler, la nature, les humains, les caméras, les trucs biométriques, tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas vivre la peur, on ne veut pas voilà. Bon bref, je développe pas, mais je trouve que c'est intéressant d'amener, et c'est ce qu'on a fait, peut-être Raphaël tu vas en parler, d'amener la question des émotions, la question de la psychologie, de la spiritualité, de l'art, de la métaphysique, dans ces questions. C'est pas qu'une question rationnelle, c'est pas qu'une question scientifique, c'est pas que les scientifiques qui savent ce qu'il faut faire, etc. Donc par rapport à la décroissance, je me suis rendu compte hier à la journée que la décroissance, en fait, c'est un projet politique. Moi, j'adhère depuis 20 ans, enfin voilà, j'ai toute la collection des livres, c'est constitutif de ma pensée, enfin, je parle pour moi, Raphaël. C'est un projet politique et c'est pas un horizon pour moi.
C'est ça qui manque à la décroissance, c'est d'arriver à trouver un mot qui donne envie d'eux. Vous savez, c'est la citation de Saint-Exupéry. Si tu veux motiver les gens à construire un bateau, il faut d'abord leur donner envie de prendre la mer, de prendre le large. C'est pas juste rassembler des outils et dire allez, 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 on fait un bateau. Non, il faut faire rêver. Donc le projet politique de la décroissance, c'est comment on arrive à... Mais comment on définit ce truc-là? On l'a esquissé tout au long, mais il n'y a pas de mots. La collapsologie, c'est l'inverse. La collapsologie, c'est pas du tout un projet politique. C'est un horizon négatif. Voilà ce qui nous arrivera si on ne fait pas la décroissance, en quelque sorte. Donc collapsologie, décroissance, c'est complémentaire. Souvent, on nous a accusés, avec la collapsologie, de vouloir remplacer l'écologie, n'importe quoi. C'est pas du tout notre ambition, elle n'était pas politique. C'est ajouter un module à l'écologie politique, à la décroissance, de comment on pense les ruptures, de comment on fait si la décroissance foire. La décroissance, c'est une sorte de diminution contrôlée, de ralentissement contrôlé de notre civilisation thermo-industrielle, de la méga-machine. Mais si on n'arrive pas à le contrôler, s'il y a des non-linéarités, s'il y a des ruptures brutales, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ce module, c'est la collapsologie. Comment on pense les ruptures, comment on pense l'imprévu, l'imprévisibilité. Je terminerai juste par... donc voilà, penser ensemble collapsologie décroissance et anthropocène. C'est vraiment ce qui nous anime, c'est vraiment ça le symbole de cette journée aussi. Après le Covid, après toutes ces catastrophes, on a besoin de travailler ensemble. Il y a beaucoup de boulot au niveau conceptuel à faire et au niveau imaginaire. Et je terminerai par un slogan des Gilets jaunes que j'adore, que j'ai vu à une manif, qui disait, et ça résume vraiment tout, c'est des miettes, d'accord, mais pour tout le monde. Voilà.